Depuis que l'Ukraine a développé la capacité de frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, elle a mis en œuvre une stratégie de renseignement visant à endommager la machine de guerre russe. Chaque frappe est précise, soigneusement choisie pour endommager au moins un aspect de cette machine. L'objectif ultime est de perturber les soldats russes sur les lignes de front à un point tel qu'ils ne puissent pas mener à bien leur offensive. Ce week-end, l'Ukraine a frappé la Russie durement à distance. Après 3 frappes, la Russie brûle et s'avère impuissante face à une Ukraine qui lui a fait vivre 72 heures d'enfer. Tout a débuté tard le 12 septembre, selon le Kiev indépendant. Cette nuit-là, les opérateurs du 14e régiment ukrainien de drones ont mené une attaque de 4 heures, avec environ 230 drones longue portée. C'était le plus grand raid aérien nocturne en Ukraine depuis le début de la guerre. Bien que ces drones se soient dirigés vers des cibles partout en Russie, les 30 drones que l'Ukraine a lancés dans la région de Leningrad étaient les plus importants de la nuit. Pourquoi? Ils allaient vers la station de pompage de Primorsk. Arrivés vers minuit, ces drones ont plongé les uns après les autres, pour semer le chaos dans l'une des installations les plus importantes de la Russie sur la mer Baltique. La British Broadcasting Corporation affirme que cette station de Primorsk est essentiellement un port pétrolier, servant de station finale du système d'oléoduc de la Baltique. Cela signifie que c'est un centre névralgique pour toutes les exportations maritimes de la Russie, qui utilise couvrent la mer Baltique, y compris une grande partie du pétrole transporté par voie maritime qu'elle vend à d'autres pays. Cela permet à Vladimir Poutine de poursuivre l'invasion de l'Ukraine. Le port accueille aussi plusieurs vieux pétroliers de la flotte fantôme russe. Ce sont ces pétroliers qui étaient la principale cible de l'Ukraine, le 12 septembre. Un rapport de Reuters indique que des drones ukrainiens ont frappé 2 pétroliers de la flotte fantôme, le Kusto et le Kayun. Le premier, un pétrolier Aframax selon le média, peut transporter environ 70 000 barils de pétrole. Le Kayun est aussi à Aframax, mais Reuters ne précise pas sa capacité. Le Kiev Post indique que le Kayun est un navire de 109 000 tonnes, tandis que le Kusto est un bâtiment de 105 000 tonnes. Il est donc probablement raisonnable de supposer que l'attaque de l'Ukraine a détruit une paire de navires capables de transporter environ 14 millions de barils de pétrole à eux deux. Ce qui est considérable vu l'importance du pétrole pour financer la guerre de Poutine. Le Kiev Post rapporte que l'Ukraine a aussi touché le phosphore, navire de 50 et 1000 tonnes battant pavillon de Hong Kong. En supposant que le poids corresponde à la quantité de pétrole transporté, cela suggérerait que le phosphore peut contenir environ 30 000 barils de pétrole. Fait intéressant, les 2 premiers navires sont enregistrés aux Seychelles, et non en Russie, selon Reuters. Le Kiev Post précise que les 2 navires battirent de pavillon Sierra Leone, ce qui met une certaine distance avec la Russie. Cela suggère que ces 2 navires appartiennent à la flotte fantôme russe, permettant à Poutine de vendre du pétrole malgré les sanctions. Cette flotte est l'une des principales armes de la Russie dans la guerre. Ce n'est pas une arme que la Russie peut utiliser contre l'Ukraine. Cependant, cette flotte louche de pétroliers et d'autres navires est divisée en 2 groupes, selon Oxford Analytica. Le premier, connu sous le nom de flotte grise, se compose de navires qui semblent appartenir à des propriétaires respectueux de la loi, mais dont les origines sont obscures. Pour couper tout lien avec la Russie, des navires immatriculés aux Seychelles et sous pavillon Sierra Leone, mais clairement russes, en sont un exemple. La deuxième division est la flotte noire. La Russie ne fait aucun effort pour paraître respectueuse de la loi avec ses navires. Ces navires emploient des techniques, comme le brouillage des capteurs de localisation et la désactivation des systèmes d'identification automatique, pour compliquer la tâche des autorités, afin qu'elles aient du mal à savoir, même si ces navires naviguent, sans parler de déterminer d'où ils viennent ou où ils vont. La Russie a commencé à constituer sa flotte fantôme à la suite des sanctions occidentales, visant à l'empêcher de transporter son pétrole par voie maritime vers ses nombreux clients. L'idée était simple, stopper les navires pour couper l'argent alimentant la guerre de Poutine. La Russie a constitué une flotte secrète de centaines de navires, dont beaucoup opèrent depuis Primorsk. Joachim Hawkinson, capitaine du navire des gardes-côtes Kösbewackningen 003 en mer Baltique, a exposé au Guardian le 13 septembre l'ampleur du problème de la flotte fantôme. Des centaines de navires fantômes circulent constamment dans la Baltique, ce qui est beaucoup pour notre petite mer, explique Hawkinson. Nous voyons des navires qui n'ont jamais été aperçus auparavant dans la Baltique, et que nous croisons maintenant. Laissez ces navires naviguer, sans poser de questions, et risquer. Non seulement à cause de la façon dont la Russie les utilise pour financer la guerre de Poutine, mais aussi parce que beaucoup de navires de la flotte fantôme sont vieux et en mauvais état. En cas d'accident avec ces navires, une catastrophe pétrolière toucherait la Baltique, selon Hawkinson. Il est difficile d'estimer les gains de la Russie avec sa flotte fantôme. Le magazine ukrainien Shipping indique que la Russie a dépensé 14 milliards de dollars pour la flotte fantôme avant mai 2025. Donc,
Il faut imaginer qu'elle laisse à gagner plusieurs milliards de plus pour justifier cet investissement. Pour l'Ukraine, la possibilité d'une crise pétrolière est secondaire par rapport à l'objectif de couper les flux d'argent que la flotte fantôme permet encore à la Russie de recevoir. Détruire 3 pétroliers ne mettra pas fin à une flotte de 100 navires, mais cela empêchera environ 15 millions de barils de pétrole d'arriver à destination, au moins pour l'instant. Et cela signifie que le flux de trésorerie de la Russie a été perturbé. Le 15 septembre, le Kiev Post a indiqué qu'aucun des 3 navires ukrainiens touchés 3 jours plus tôt n'avait quitté les quais de Primorsk. Cela nous indique que les navires n'ont pas coulé, mais qu'ils ont été suffisamment endommagés pour les empêcher de naviguer. Le Cousteau paraît avoir été le plus touché, les explosions à bord ayant forcé l'évacuation de ses 28 membres d'équipage. Aucune victime signalée, mais l'Ukraine s'en moque. Les drones ukrainiens ont juste coulé le navire. La frappe ukrainienne sur Primorsk a touché plus que les navires de la flotte fantôme, aggravant la situation pour la Russie. 2 des 4 stations de chargement de Primorsk, utilisées par la Russie pour le pétrole brut, ont dû arrêter leurs activités suite à la frappe sur le Cousteau. Il semble probable que des dommages aient été causés aux pipelines terrestres et aux équipements de pompage, ce qui signifie que l'Ukraine vient peut-être de réduire de 50% la capacité de chargement de Primorsk. La même source suggère également que l'Ukraine a utilisé le drone Lyuchi pour effectuer la frappe sur Primorsk. Pour des frappes ayant à plus de 800 km, l'Ukraine utilisait surtout le drone UJ-22 Lyuchi, un avion à hélice guidé avec précision, doté d'une ogive de 75 kg, soit 165 livres. Le Kiev Post a suggéré que l'Ukraine n'a pas rendu public le modèle précis de drone utilisé, mais le Lyuchi semble être un candidat probable. United 24 Media a rapporté en novembre 2024 que ce drone avait été amélioré, portant son ogive à 75 kg, selon le Kiev Post. Sa portée de frappe atteint désormais environ 2000 km, soit 1200 miles. Si l'Ukraine doit frapper une cible à distance, le Lyuchi est le choix parfait. Du moins jusqu'à ce que l'Ukraine développe des drones missiles longue portée comme le Flamingo, offrant une plus grande puissance de frappe. Le 15 septembre, Bloomberg a indiqué qu'au moins 2 pétroliers avaient chargé à Primorsk, suggérant que le site fonctionne au moins partiellement. Les chargements sont suspendus depuis l'attaque de l'Ukraine, même si la Russie remet vite Primorsk à pleine capacité. L'impact de cette frappe se fera sentir à travers les 3 navires de la flotte fantôme potentiellement perdus. Et le message que l'Ukraine vient d'envoyer: nous avons frappé Primorsk une fois, nous pouvons le frapper à nouveau. L'attaque ukrainienne sur les pétroliers de la flotte fantôme à Primorsk est la première utilisation de drones longue portée contre ces navires. Elle a déjà coulé des pétroliers russes, avec des drones maritimes et des bombes y posées par des agents. Cette frappe aurait déjà causé une blessure significative à la Russie si cela avait suffi. L'Ukraine a réalisé cela ce week-end. Mais Primorsk n'était pas la seule cible ukrainienne, loin de là. L'Ukraine a laissé 2 jours à la Russie pour se remettre de sa plus grande attaque de drones longue portée jamais réalisée, avant de frapper à nouveau le 14 septembre. Le Kiev Post rapporte que l'Ukraine a envoyé 80 à 90 drones en Russie. Comme lors de la frappe du 12 septembre, ces drones ont été envoyés pour toucher plusieurs cibles. Mais il y en a une qui se démarque comme la cible principale. La raffinerie de Karechi, située à 100 km au sud-est de Saint-Pétersbourg, est assez importante selon le Kiev Post. Sa capacité annuelle de 17 à 20 millions de tonnes de pétrole équivaut à environ 6% du raffinage total russe. Actuellement, la raffinerie ne semble pas essentielle pour fournir du carburant aux troupes russes en Ukraine, bien que certains produits puissent leur parvenir. Le rôle de Karechi comme principal fournisseur de produits pétroliers raffinés est crucial. Vers Saint-Pétersbourg, la 2e ville la plus riche de Russie après Moscou, et les régions voisines de Leningrad, Novgorod et Pskov. Le Kiev Post rapporte que l'Ukraine a frappé la raffinerie, au moins 2 drones ayant touché la tour principale de craquage. Elle casse les longues chaînes d'hydrocarbures, du pétrole brut en molécules plus petites pour produire de l'essence et d'autres produits raffinés. En résumé, sans tour de craquage ni raffinage, l'usine de Karechi est presque inutile. Les drones ukrainiens ont mis le feu à la tour, provoquant une explosion en forme de mini-nuages en champignons, comme ils l'ont fait. La Russie, bien sûr, essaie de faire croire que les dégâts sont moins graves qu'ils ne le sont réellement. Le gouverneur de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a encore utilisé l'excuse maintes fois répétée par la Russie. Ce n'était pas une attaque de drone réussie de l'Ukraine, rapporte le Kiev Post. Non. Cet incendie a été causé par ce qui semble être devenu l'arme la plus puissante de l'Ukraine, des débris de drones créés par les défenses aériennes supérieures de la Russie, qui abattent les drones longue portée de l'Ukraine. L'incendie était également assez mineur pour être éteint en quelques heures. Drozdenko affirme cela, bien que le Kiev Post indique que des images satellites montrant des dégâts structurels sur les unités de traitement et les réservoirs de stockage de carburant de la raffinerie racontent une autre histoire.
Drozdenko affirme que la Russie a détruit 3 drones Korikhorodon à Karichi durant l'attaque ukrainienne, selon Reuters. Cela contredit le rapport du Kiev Post, et cela ne semble pas non plus suffisant pour expliquer l'ampleur des dégâts. Quelque chose dans la réponse de la Russie à cette frappe ne colle pas. Le président ukrainien Zelensky a vite affirmé que les frappes ukrainiennes sur les raffineries sont bien plus efficaces que ce que la Russie admettra. Les sanctions les plus efficaces, celles qui fonctionnent le plus rapidement, ce sont les frappes contre les installations pétrolières russes, contre leurs terminaux, contre leurs dépôts de pétrole. Zelensky l'a déclaré dans une vidéo saluant la frappe ukrainienne du 14 septembre. Elles ont fortement limité l'industrie pétrolière russe, freinant la guerre. Zelensky a raison. Les frappes sur les raffineries réduisent les réserves de carburant des soldats russes, compliquant leurs assauts mécanisés et aériens. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries causent de gros problèmes en Russie à chaque raffinerie arrêtée. En août, l'Ukraine a mené une série de frappes contre des raffineries, visant souvent les mêmes raffineries à plusieurs reprises en l'espace de quelques semaines, ce qui a provoqué des pénuries dans certaines régions de la Russie. Le 28 août, The Independent a signalé des pénuries d'essence dans des régions reculées de Russie, comme l'Extrême-Orient et la Crimée annexée. En plus d'avoir fait grimper le prix de l'essence à environ 358 $ par gallon dans des régions où le salaire mensuel moyen n'est que de 1200 $. La situation devenait tellement grave que certains conducteurs en profitaient, vendant leur essence à environ 10 $ le gallon pour réaliser un bénéfice rapide. 2 semaines plus tard, la situation ne fait qu'empirer. Le 10 septembre, United 24 Media a indiqué que les pénuries, initialement limitées qu'aux régions isolées de Russie, touchent désormais aussi Ryazan, Saratov et Rostov. À ce moment, l'Ukraine avait neutralisé 17% de la capacité de raffinage russe, soit environ 11 millions de barils par jour. Avec la frappe contre la raffinerie de Karichi, l'Ukraine ne fait qu'ajouter à un bilan qui est déjà bien trop élevé du point de vue de la Russie. Une raffinerie arrêtée entraîne davantage de pénuries de carburant en Russie. Mais cette fois, ces pénuries vont toucher Saint-Pétersbourg. Des files d'attente massives dans les stations-service peuvent être tolérées dans les régions les plus pauvres de la Russie. Mais lorsque ces files commencent à apparaître dans l'une des régions les plus riches du pays, suite à la destruction de sa raffinerie par l'Ukraine, même les Russes, à l'abri d'un envoi en Ukraine, ressentiront l'impact direct de la guerre lancée par leurs dirigeants. Il s'agit de pression, que Zelensky considère les drones ukrainiens comme la sanction la plus efficace en dit long sur la situation. Comme les sanctions occidentales mettent du temps à produire leurs effets, ou, comme c'est le cas avec la flotte fantôme de la Russie, échoue, le fait que l'Ukraine détruise les raffineries de pétrole russes crée une nouvelle forme de pression. Désormais, les citoyens russes, même parmi les plus riches, subissent la pression de la guerre en Ukraine avec des pénuries de carburant. L'Ukraine veut inciter les Russes à se demander combien de temps ils toléreront la situation avant d'agir contre Poutine. Espérons-le. Zelensky espère aussi que les sanctions pétrolières occidentales soient plus efficaces grâce aux frappes de drones ukrainiens à longue portée. Un jour avant la frappe de Karichi, Donald Trump a publié sur Truth Social une lettre ouverte à toutes les nations de l'OTAN. Trump a déclaré qu'il imposerait des sanctions majeures à la Russie lorsque toutes les nations de l'OTAN seront d'accord, commenceront à faire de même et cesseront d'acheter du pétrole à la Russie. Il a accusé l'engagement de l'OTAN à gagner la guerre en Ukraine d'être inférieur à 100 à cause de ses achats de pétrole, ajoutant « De toute façon, je suis prêt à y aller. Et vous, où êtes-vous ? Dites simplement quand ». Pour sa part, l'Union européenne s'est fixé une date limite pour éliminer progressivement toutes ses exportations de pétrole et de gaz, d'ici 2028. Mais cela risque d'être trop lent pour Trump et Zelensky si les pressions de Trump fonctionnent. Quand les pays de l'OTAN cesseront d'acheter du pétrole russe et trouveront d'autres sources, les frappes ukrainiennes sur des sites comme Karichi deviendront plus efficaces. Des pétroliers russes ont été touchés. Son principal port pétrolier de la mer Baltique a été fermé, même si ce n'était que temporaire, et une autre raffinerie est en flammes. Ce week-end déjà difficile pour la Russie s'est conclu par une attaque touchant aussi l'énergie de Saint-Pétersbourg. Une opération conjointe du service de sécurité d'Ukraine et du direction principale du renseignement a provoqué l'explosion d'un train-citerne plein dans la nuit du 13 au 14 septembre. Le Kiev Post indique que 2 agences ukrainiennes redoutables ont fait exploser un train-citerne en marche sur la ligne Oral-Saint-Pétersbourg avec des explosifs. L'attaque a fait de nombreux dégâts, tuant 2 gardes et blessant grièvement un employé ferroviaire. En plus d'avoir interrompu la circulation sur une ligne ferroviaire majeure pendant au moins 24 heures, cette attaque différait des précédentes mentionnées dans la vidéo, où l'Ukraine utilisait des drones longue portée.
Le direction principale du renseignement et le service de sécurité d'Ukraine ont miné les voies prévues pour le train lors de l'attaque. Les mines ont explosé au passage du train, provoquant son déraillement et éjectant 15 wagons citernes. On ignore si ces wagons ont été endommagés ou ont perdu leur carburant, mais même intacts, ils n'arriveront pas de sitôt. Ce qui est clairement une victoire pour l'Ukraine. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur cette opération. The Independent rapporte qu'une source militaire ukrainienne anonyme affirme que l'opération menée par l'Ukraine sur la ligne Oral-Saint-Pétersbourg, d'une complexité unique, visait à perturber le trafic ferroviaire russe. Cette attaque visait clairement à priver les troupes russes en Ukraine du carburant nécessaire, selon la source. Ces lignes ferroviaires sont des routes d'approvisionnement cruciales pour les forces russes, opérant dans les directions de Kharkiv et de Soumy. Ces deux régions étaient des cibles de l'offensive estivale ratée de Poutine. Il est clair que l'Ukraine fait tout pour empêcher la Russie de prendre de l'élan dans ces zones. La Russie s'inquiète que l'Ukraine cible son réseau ferroviaire. La fondation Jamestown souligne que le rail est essentiel à l'économie russe. Le réseau ferroviaire reste le principal moyen de transport de marchandises et de personnes dans hors et à travers le pays. La source ukrainienne évoque Kharkiv et Soumy, montrant que la Russie utilise le rail pour acheminer des fournitures en Ukraine. Kaspar Soukand, écrivant pour le Centre international pour la défense et la sécurité en décembre 2024, explique pourquoi les chemins de fer russes posent désormais problème. Le réseau ferroviaire russe s'est révélé central dans l'effort de guerre russe. Soukhan écrit que la taille immense du réseau ferroviaire le rend vulnérable, une faiblesse désormais exploitée par l'Ukraine. Tout aussi inquiétant pour la Russie, cette dernière frappe du week-end n'a pas été menée uniquement par les drones ukrainiens. Elle a posé des mines sur le territoire russe. Ce n'est pas possible à moins que l'Ukraine n'envoie des agents en Russie, ou qu'elle ait retourné du personnel russe et les ait convaincus de poser des mines pour le compte de l'Ukraine. Dans tous les cas, ce qui s'est passé sur la ligne Oral-Saint-Pétersbourg était une opération de sabotage direct que la Russie n'a rien pu faire pour empêcher. Ce fait inquiétera Poutine et ses sbires. Ils doivent désormais se demander combien d'agents ukrainiens sont actifs en Russie et quelles seront leurs prochaines actions. Poutine restera sans réponse. Il n'en trouvera pas avant la prochaine frappe ukrainienne en Russie. En 3 attaques, en un week-end, l'Ukraine a incendié une partie des infrastructures énergétiques majeures de Saint-Pétersbourg. La Russie vient de traverser 3 jours d'enfer à Saint-Pétersbourg. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'Ukraine a aussi frappé à 1800 km en Russie, anéantissant le bastion de Poutine ce même week-end. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières frappes ukrainiennes contre la Russie. Merci de votre fidélité.